Parfait. Donc, comme je disais, cette formation est organisée dans le cadre d'un partenariat entre Leader, la commission Leader Academy et IFUO. IFUO qui regroupe des femmes qui ont choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et dans le cadre de cette collaboration, c'est une série de formations, un programme de formation que nous avons déroulé sur presque 2 mois maintenant. Il nous reste 7 sessions et la session de la semaine prochaine qui sera animée par Yacine Dia au sujet des différentes étapes de la formalisation. Mais aujourd'hui, c'est une session spéciale avec Souleymane Agne qui va, comme je disais, nous indiquer vraiment les points importants, essentiels à intégrer quand on veut se lancer dans l'agrobusiness et nous éviter un certain nombre d'erreurs. Donc, Souleymane, je vais te laisser la main. Je t'invite à rappeler un peu ton parcours et je te laisse dérouler sur cette base-là. Ton micro est coupé. C'est bon, vous m'entendez là? Parfait, on t'entend maintenant. Okay, bonjour à tout le monde, merci encore à Amina. Bon, ce qu'on va faire, je vais déjà me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Souleymane Agne. Je suis un agronome de formation. Je suis aussi un formateur en agroécologie et je suis aussi directeur d'entreprise CIO de Fraizen, qui est une startup qui évolue dans la production et la commercialisation de la fraise au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une entreprise qu'on a créée pour essayer de créer un label commun africain pour accompagner pas mal de producteurs qui sont en Afrique et qui souhaitent se lancer dans la culture de la fraise et qu'ils ne connaissent forcément pas. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, ce ne sera pas, en fait, ne vous dites pas que dès que vous sortez peut-être de cet échange, je ne vais pas en appeler, je ne vais pas dire que c'est une formation. Si vous sortez de cet échange, que vous allez devenir millionnaire. Non, en fait, c'est des outils, des informations que je vais vous donner que vous n'allez peut-être jamais apprendre dans les écoles. Non, ça c'est sûr. Vous n'allez pas apprendre dans des écoles, mais c'est des outils, c'est des informations que ce soit les techniciens, que ce soit les expérimentés, que ce soit les ingénieurs ne vont jamais vous donner. Mais c'est peut-être juste des personnes qui ont eu quelques expériences et qui ont su faire face à des échecs et autres, qui ont appris de leur parcours, qui va partager avec vous. Donc, dites-vous, tout ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des outils qui, si vous les respectez, ou des informations, ou si vous les appliquez, c'est sûr à coup sûr que vous allez réussir dans votre activité agricole. Mais si vous prenez ces informations comme toutes sortes d'informations, après vous les gardez dans votre poche, tôt ou tard, vous allez faire face à ce problème et vous allez vous rappeler de cet échange, vous allez vous rappeler de cette formation-là. Donc, j'espère que déjà tout le monde, toute personne qui est ici dans cette vidéo, dans cette visio, a un champ ou une exploitation agricole. Ce sera beaucoup plus parlant pour comprendre ou pour vraiment savoir ce dont je vais parler. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais partager, normalement, il y a 30 outils, 30 formations, 30 informations que je vais partager avec vous, qui peut-être que je devais partager avec vous-même, je précise. Je ne pourrais pas, parce qu'une heure de temps ne suffit pas pour partager vos 30. Donc, je vais juste en prendre 14 qui, pour moi, sont cruciales, sont importantes. Et après, peut-être les autres informations ou outils dont vous aurez besoin, peut-être il y aura une autre session où on va beaucoup plus approfondir. Donc, j'ai déjà partagé, listé ces différents points. Et peut-être après, on aura 20 ou 30 minutes de questions-réponses où je vais me permettre de répondre à votre question pour aller encore de façon beaucoup plus approfondie. Donc, la première chose, je vous invite à noter, parce que c'est des choses qui me traversent la tête, que j'ai en tête. Peut-être j'ai noté quelque part, mais je vous invite surtout à noter. Je n'ai pas de présentation ici. On va le faire de façon vraiment free. Donc, la première chose qu'il faut savoir, désolé, peut-être certains vont me dire qu'il faudra avoir beaucoup d'argent, il faudra avoir des terres, il faudra avoir de l'eau, mais ce n'est pas la première chose qu'il faudra en fait savoir, avoir, s'outiller pour réussir dans l'agrobusiness. La première des choses que vous devez faire, c'est d'abord de travailler sur vous-même. Oui, c'est ça, il faudra travailler sur vous-même. Et quand je dis travailler sur vous-même, ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous allez voir des personnes en fait, qui vont se lancer dans l'agriculture avec un seul objectif, c'est faire de l'argent. Si votre objectif premier, c'est de se faire de l'argent en vous lançant dans l'agriculture, vous allez droit au mur.
La première chose, c'est qu'il faudra être passionné. Et d'abord, comme je dis, quand je dis travailler sur vous-même, ça veut dire qu'il faudra travailler sur votre personnalité. Ça veut dire qu'il faudra travailler sur votre mental. Il faudra être fort mentalement parce que vous allez faire à des échecs. Quiconque vous dit que vous allez vous lancer dans l'agriculture sans échouer, en fait, il est en train de vous laver. C'est impossible de se lancer dans l'agriculture sans échouer au premier coup. Vous allez échouer. Donc, si votre objectif premier en se lançant dans l'agriculture était de vous faire de l'argent, c'est sûr qu'au premier échec, vous allez arrêter et tout arrêter. Donc, ça va être la première des choses, il faudra d'abord être fort mentalement, vous préparer à l'échec et dites-vous que vous allez échouer, même si vous êtes un génie, si vous êtes la personne la plus intelligente, le plus fort au monde, vous allez échouer. Et l'autre chose, c'est-à-dire que vous allez avoir une équipe que vous allez gérer derrière et cette équipe va dépendre de vous. C'est-à-dire que dans l'agriculture, c'est une science exacte avant tout. C'est pas du à peu près ou c'est pas du je vais faire une simulation ou peut-être ça va marcher. Il n'y a pas peut-être, bien il n'y a pas de à peu près. En fait, c'est une science exacte, comme dans l'habitude de le dire. C'est du 1 plus 1 égale 2. Il faut comprendre ça comme ça. C'est-à-dire que la plante a besoin de 10 litres d'eau et de 5 kg de fumier organique. Vous lui donnez 10 litres d'eau et de 5 kg de fumier organique, il vous donnera les résultats escomptés. Vous lui donnez moins de 10 litres d'eau, moins de 5 kg de fumier organique, vous n'aurez jamais les résultats escomptés. Après, ce qui va se passer, c'est-à-dire vous allez accuser les semences que vous avez, ou bien vous allez accuser les personnes de ne pas travailler concrètement, alors que vous n'êtes pas tout simplement pointu au départ. C'est-à-dire qu'il faudra être rigoureux envers vous-même. C'est-à-dire qu'il faudra être exigeant. Il y a un degré d'exigence que vous devez vous impliquer, vous devez vous inculquer, en fait, au départ, pour inspirer vos ouvriers, pour inspirer votre personnel. Il faut se le dire, en fait. Dans l'agriculture, la plupart des personnes que vous employez ne sont pas motivées. Leur motivation première, c'est de travailler à la fin du mois, ils perçoivent leur salaire, c'est fini. Les résultats, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est la personne en tant que telle qui doit avoir une sorte de leadership, d'implication, de détermination, d'engagement, de travailler sur sa personne à un point tel que tout ouvrier qui voit venir la personne va en fait avoir, je ne sais pas comment dire, parce que je donne juste un exemple. Vous êtes dans une exploitation agricole. Quand vous êtes là, vous voyez en fait tout le monde s'impliquer. Tout le monde se donne à fond. Tout le monde a envie en fait de travailler à vos côtés, etc. Parce que ça, c'est vous. C'est au niveau de votre personne en fait. Il y a quelque chose que vous devez préparer en vous qui doit pousser les gens à avoir envie de travailler à vos côtés. Et travailler même des fois gratuitement. Juste être à vos côtés, en fait, c'est quelque chose de motivant pour eux. Et ça, avant tout, c'est à vous de le travailler. Parce que c'est pénible de travailler dans les champs. C'est pénible de travailler dans l'agriculture. Si on n'a pas un degré de motivation, une source de motivation derrière, une personne qui nous inspire ou qui nous pousse à aller au fond, on ne va pas travailler ou on ne va pas produire de résultats. Donc, la première des choses que vous avez à faire ici aujourd'hui, mettez tout de côté, tout ce qui est business plan, tout ce qui est plan d'action, tout ce qui est terre, recherche de terre, etc. Et travaillez d'abord sur vous-même. Vous êtes en fait la personne déterminante, la personne clé qui va piloter et vous pousser à avoir de l'argent. Donc, travaillez et investissez sur vous-même avant de penser ou de se lancer sur quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est la première information que j'ai à vous donner si vous voulez vraiment réussir dans le gros business. La deuxième chose, je l'ai souligné tantôt, c'est-à-dire qu'il faudra être passionné, en fait. Si vous vous lancez dans l'agriculture, comme je l'ai dit, juste pour vous faire de l'argent, je vous promets, ici aujourd'hui, arrêtez. Si votre objectif premier, c'était de vous faire de l'argent, arrêtez parce que vous n'allez jamais réussir. Ça, c'est sûr. C'est la passion qui va vous pousser au bout de l'effort, c'est la passion qui va vous pousser à réussir dans l'agriculture. Supposons que la personne se lance dans l'agriculture et il investit 20 millions de francs CFA en se disant que, OK, d'après mon plan d'action ou d'après mon business plan, à la fin de la campagne, je vais me retrouver avec 30 millions. En cours de campagne, même pas 6 mois, il va tout couler. Si cette personne, ce qui l'intéressait, c'était l'investissement qu'il a mis derrière, en fait, dites-vous qu'il ne va pas reprendre, il ne va pas réinvestir de l'argent dans ce business-là. Alors que si derrière, il y a une motivation, il y a une passion derrière qui motive la personne, c'est-à-dire qu'il peut investir 50 ou 60 millions, il ne va jamais laisser parce que c'est déjà une passion. Ça fait partie en fait de lui. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous conseille, en cherchant des investisseurs, essayez de trouver des investisseurs qui sont des passionnés, qui croient en vous et qui croient en fait qui doivent prendre du temps et de patience pour le réussite de votre business. Si vous travaillez avec des investisseurs qui sont juste motivés par le gain qu'ils vont avoir derrière, dites-vous qu'au premier échec, ils vont essayer de récupérer leur argent.
Et là, vous serez là à courir de gauche à droite pour voir comment rechercher de l'argent ou trouver de l'argent pour essayer de combler le gap. Alors, travaillez avec des personnes qui sont passionnées et essayez de vous lancer dans l'agriculture en étant un passionné. Si vous n'êtes pas passionné et que votre motivation première, c'est l'argent, ça, je vous dis dès maintenant, arrêtez parce que vous n'allez pas réussir. C'est sûr. Au moins, de travailler avec des personnes qui sont passionnées. Peut-être vous êtes juste une personne qui est là, qui a de l'argent, qui ne s'intéresse pas du tout à l'agriculture. Ce qui l'intéresse, c'est son gain. Trouvez quelqu'un qui est passionné, investissez sur lui et allez vaquer à votre occupation. Peut-être lui, il se donnera du mal à réussir son business. Mais si vous voulez être l'acteur clé de votre business et que derrière, ce qui vous intéresse, ce n'est pas du tout l'agriculture, mais c'est l'argent, je vous dis que vous allez droit au mur, il faudra arrêter parce que vous n'allez pas réussir. L'agriculture, comme on le dit, la terre ne ment pas. Il sait sentir les passionnés et ceux qui sont des tricheurs. Et toute personne qui est tricheur dans l'agriculture ne va jamais réussir parce que, je le répète une fois de plus, l'agriculture est une science exacte. Il n'y a pas de demi-mesure et il n'y a pas d'à peu près. La troisième chose que j'ai à donner, c'est-à-dire faites-vous former par des professionnels. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de propositions de formation sur la toile, sur les réseaux sociaux. En fait, on propose même beaucoup de... Je ne sais même pas comment le qualifier, en fait. Sur Internet, vous vous réveillez un bon matin, il y a presque 10 à 20 propositions de formation en agriculture. Je donne l'exemple, par exemple, des personnes qui proposent des formations sur la culture de la fraise, formation sur la culture de la fraise, comment implanter la culture de la fraise, et tu t'approches pour s'informer, en fait, c'est quel type de formation. Tu te rends compte que la personne qui va dispenser cette formation n'a peut-être même pas 2 ou 3 mois d'expérience dans la culture. C'est quoi? C'est un marché. On sait qu'il y a un besoin. On sait qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Alors, on propose. Tout le monde saute. Vous y allez, vous avez des informations erronées. Et vous pensez être bien informé, vous investissez dans votre agro-business. Au bout de 2, 3 mois, vous perdez tout et vous vous accusez vous-même en disant que vous avez mal fait, alors que peut-être les informations que vous avez reçues au cours de votre formation étaient tous erronées. Donc, si vous devez participer à des formations, informez-vous sur le formateur. Ne cherchez même pas à connaître c'est quel type d'organisation, quelle est l'organisation qui le fait, etc. Non. Informez-vous sur le formateur. Quel est le formateur qui va dispenser cette formation? Est-ce qu'il est qualifié? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il a toutes les informations requises pour vous permettre, vous, de vous lancer concrètement après cette formation-là? Mais si vous vous focalisez sur les structures en vous disant peut-être c'est Fraizen qui va faire la formation sur la fraise, oui, Fraizen égale fraise. Mais est-ce que le formateur qui va dispenser cette formation sur la fraise est bien qualifié pour vous donner les informations qu'il faut? Donc, de grâce, c'est vrai que tout le monde souhaite se lancer dans l'agriculture, tout le monde souhaite se faire former, mais faites-vous bien former et évitez toutes les formations que vous proposez sur Internet, parce que des fois, c'est le point de départ qui vous dirige directement vers l'échec. On vous donne des informations erronées qui ne vous aident pas du tout, mais qui vous conduisent droit au mur. Donc, je vous invite vraiment, avant de vous lancer sur le type de formation qu'on propose sur Internet, de vérifier c'est quoi exactement. Donc, l'autre point qui est vraiment capital et important, si vous vous lancez dans l'agriculture, mettez-moi de côté tout ce qui est argent, tout ce qui est terre. C'est pas en fait la solution si vous voulez devenir millionnaire, bien sûr, dans l'agriculture. Oubliez la terre d'abord pour le moment. C'est vrai que c'est important, je vais y revenir. Oubliez tout ce qui est investissement et concentrez-vous sur un élément clé déterminant de votre succès. C'est quoi? Ce sont les ouvriers. Je ne parle pas d'investisseurs. Je ne parle pas en fait, comment dirais-je, d'ingénieurs, etc. Mettez-moi tout ce qui est ingénieur de côté. Je parle des ouvriers. En Wolof, on parle des surgas, etc. En fait, ce sont les ouvriers qui sont la clé de votre succès. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Vous allez trouver des personnes qui ont des millions et des millions, qui ont suffisamment d'argent, qui ont tout ce que vous voulez. Ils ont toutes les infrastructures dans le champ, des serres de culture, des forages, etc. Mais ils n'ont jamais réussi à récolter 10 kg. Ils se posent souvent la question, c'est quoi? Mais c'est un problème d'ouvrier. Une personne peut ne pas avoir d'argent, une personne peut ne pas avoir tout ce qu'il faut comme élément pour lancer son business, mais s'il a un excellent ouvrier, il est capable de faire décoller son business. Vous trouvez un bon ouvrier, vous lui donnez juste une semence de salade qui coûte 1000 francs et peut-être un investissement de 50 000 ou de
20 000 francs, au bout de 4, 5, 6 mois, il peut vous ramener 500 000 ou 700 000. Vous reprenez la production, vous réinjectez sur votre business, au bout d'un an, vous vous retrouvez avec 2, 3 millions. Ça, c'est parce que vous avez un très bon ouvrier. Comme vous pouvez avoir 500 millions, 400 millions de francs CFA, vous investissez dans votre champ et vous avez des très mauvais ouvriers, au bout de 6 mois, vous allez couler. Donc, si vous voulez vraiment investir, si vous voulez vraiment réussir et vraiment avancer dans votre agro-business comme vous le souhaitez, mettez-moi de côté tout ce qui est investissement, tout ce qui est business, tout ce qui est etc. et concentrez-vous sur le recrutement des bons ouvriers. Je vous le dis dès maintenant et je le répète. Si vous ratez cette partie de recrutement des ouvriers, vous avez raté votre business. C'est ça la clé de votre succès. À côté de du fait de trouver des bons ouvriers, il y a quelque chose aussi qui est important. C'est-à-dire, c'est l'autre point. C'est-à-dire, vous-même, soyez ouvrier avant tout. On n'a pas besoin que vous soyez un patron. Vous devez d'abord être un ouvrier. C'est important d'être un ouvrier parce que ça vous plonge dans le cœur de votre business. Il y a beaucoup de personnes qui ont échoué le développement de leur agro-business, de leur projet agricole, parce qu'ils n'étaient pas au cœur en fait, de l'activité. Vous savez, quand vous travaillez à côté de vos ouvriers, d'abord, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que vous créez une complicité avec ces ouvriers-là. Un ouvrier que vous payez un salaire, ce qui l'intéresse, c'est qu'à la fin du mois, il perçoit son salaire. Donc, au cours de votre activité agricole, par exemple, il peut y avoir des attaques, des maladies. Il peut se dire, bon, de toute façon, je ne vais pas le dire au patron, parce que si je le dis au patron, après, ce sera à moi de faire le traitement et c'est l'heure de ma descente. Donc, je ne vais pas du tout le dire, je vais le laisser comme ça. De toute façon, il va découvrir. Alors que si la personne, si vous êtes avant tout un ouvrier et que vous travaillez avec cet ouvrier-là, la première des choses, c'est que vous allez détecter ces lacunes. Vous allez détecter ces maladies. Vous allez détecter ces petits problèmes que peut-être un ouvrier ne va pas vous dire et que vous allez essayer d'intervenir à temps. Et l'autre chose, cette complicité que cette complicité que vous allez créer avec cet ouvrier va être de telle sorte que l'ouvrier, même quand il voit ces types de maladies, il va vous le dire directement. Il ne faudra pas le garder pour lui parce qu'il saura en quelque sorte que vous êtes impliqué et que même s'il vous le dit, vous serez associé à vouloir régler ce problème. Il ne sera pas là à être la personne à tout régler. Donc, le fait d'être ouvrier aussi va vous permettre d'avoir suffisamment d'arguments et de poids pour pouvoir piloter votre projet. Parce qu'il y a des choses, des informations que peut-être un investisseur va vous demander ou que vous avez besoin d'ailleurs. À chaque fois, si vous avez besoin de ce type d'informations, vous êtes obligé d'appeler l'ouvrier pour lui demander qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, ou on m'a demandé telle chose, qu'est-ce que tu en penses, etc. Alors que si vous êtes dans le cœur de votre activité là, vous n'avez pas besoin de demander certaines questions parce que vous êtes informé. Vous êtes en fait là, vous savez exactement ce qui se passe. Et dans l'agriculture, malheureusement, ce que font la plupart des personnes, c'est qu'ils cherchent à être un patron. Ils ne cherchent pas à être un ouvrier. Quand vous démarrez une activité agricole, et vraiment quand vous la démarrez, c'est-à-dire habillez-vous comme un ouvrier et travaillez dans votre champ. Impliquez-vous dans l'activité de votre champ. Parce que le succès, en réalité, ce ne sera pas dans la commercialisation. C'est vrai que c'est important, mais ce ne sera pas dans la commercialisation dans tout. Ce sera dans le cœur de votre activité. Si vous ne produisez pas, vous n'allez jamais vendre. Donc, concentrez-vous sur la partie production et impliquez-vous dans votre activité agricole. Après, les autres vont venir au fur et à mesure. Donc, soyez ouvrier et non patron si vous vous lancez dans des activités agricoles. Et l'autre chose qui est importante, c'est-à-dire quand vous arrivez à faire tout cela, c'est-à-dire trouver les bons ouvriers, que vous êtes au cœur de votre activité, vous savez maintenant qu'est-ce qui se passe réellement, il y a quelque chose qui est déterminant avant de lancer votre production agricole. Tout ce que je vous dis là, c'est-à-dire ce sont des outils, des choses que vous devez savoir avant de vous lancer. On n'est pas dans la production. Parce que souvent, la plupart des personnes, ce qu'ils font, ils veulent se lancer dans l'agro-business, ils ont l'argent, ils ont la terre, je lance la tomate ou je lance le piment. Alors qu'il y a des préalables. Ce sont ces préalables-là que je suis en train de vous donner. Si vous ne travaillez pas sur ces préalables-là, ça va vous rattraper dans votre business. C'est-à-dire qu'après avoir trouvé tout ce que je viens de citer, ouvrier ou travailler sur vous-même, tout ça, il y a quelque chose qui est déterminant. Et la plupart, je dirais même 95% des producteurs, des agriculteurs, des promoteurs se lancent dans l'agriculture sans faire ce qu'on appelle une étude de marché. Ils se basent juste sur ce qu'on appelle des constats
des échos qu'ils ont du marché, du genre que j'ai entendu que les piments marchaient très bien, donc je vais me lancer sur les piments. J'ai entendu que la tomate fonctionne très bien, donc je vais me lancer sur la tomate. Ou bien j'aime la papaye, c'est un fruit que j'adore, je vais me lancer sur la papaye. Ça ne se passe pas comme ça. Désolé, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Laissez de côté les échos, laissez de côté les informations que vous recevez des autres et faites votre propre étude de marché. C'est-à-dire, si vous voulez vous lancer, par exemple, dans le piment, effectuez votre propre étude de marché, rapprochez-vous des supermarchés, demandez qu'est-ce qui fonctionne le plus, rapprochez-vous peut-être des Bana, demandez qu'est-ce qui fonctionne le plus sur le marché, rapprochez-vous des acheteurs, informez-vous, essayez d'avoir le maximum d'informations. Vous pouvez faire une étude de marché où vous allez trouver peut-être que là, les cultures qui marchent le plus durant la période hivernale, c'est le piment, c'est la tomate, c'est le gombo, c'est le concombre, etc. Vous faites votre liste. Et à partir de cette liste-là, maintenant, vous allez décider sur quelle culture vous lancez. Parce que je vous conseille aussi, dès le départ, de ne pas, ou à votre début, de ne pas se lancer sur 5 à 6 cultures. Sénégal demeure open. On est très gourmand en Afrique, c'est-à-dire qu'on dit, pour réussir dans l'agriculture, il faudra faire 4, 5 ou 6 cultures. Non, je suis désolé. Quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture et que vous voulez vraiment vous canaliser, focaliser votre énergie et réussir comme il le faut, tout en, comment dire, gérant, faites faire, effectuer une gestion de votre dépense et tout, il faudra vous concentrer à vos débuts sur 2 à 3 cultures maximum. N'essayez pas de dépasser ça. Donc, si vous faites votre étude de marché, si vous effectuez une étude de marché, normalement, vous avez une liste de 4, 5 ou 6 cultures. Essayez de vous concentrer sur 2 à 3 cultures et concentrez-vous sur ça. Essayez de piloter, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut corriger, parce qu'il y aura toujours des corrections à faire en cours de culture. Et là, vous pouvez maintenant déployer. Mais l'étude de marché est importante. Ça vous permettra de savoir, si par exemple, vous avez choisi les piments, quel est le coût de l'investissement ou de production pour le piment, quelle est après la marge que vous devez mettre pour vendre. Est-ce que il faudra 6 ou 7 mois de temps de production pour rentabiliser? En fait, il y a tellement de calculs que vous devez faire avant de lancer une culture. Donc, il ne faut pas le faire comme le font tout le monde, c'est-à-dire juste lancer 6, 7 cultures et acheter des engrais alors que ce n'est même pas mesuré. Parce que si vous lancez, par exemple, 4 à 5 cultures et que vous achetez, supposons, 1 tonne de sacs d'engrais, mais ces 1 tonne de sacs d'engrais doit être répartie entre 4 à 5 cultures. Malheureusement, ce qu'on fait au Sénégal, on fait 4 à 5 cultures, on achète 1 tonne de sacs d'engrais et on investit sur ces 4 à 5 cultures, mais on ne sait pas quelle est la culture la plus rentable. Parce que les 1 tonne, on les a répartis sur les différentes cultures sans pourtant mesurer la quantité ou le poids qui a été injecté. Donc, je reviens sur ça. Effectuer une étude de marché, c'est important parce que ça vous permettra en quelque sorte de savoir sur quoi vous lancer. Ça vous permettra de savoir quel est l'investissement à prévoir. Est-ce que dès le départ, vous ne serez pas rentable? Donc, il ne faut pas s'amuser sur ce point-là. L'autre chose, c'est ensuite de valider votre marché. C'est-à-dire, quand on dit valider votre marché, vous avez effectué votre étude de marché. Supposons, vous dites que, OK, je vais me lancer sur le piment. J'ai choisi le piment. D'après toute l'étude que j'ai faite, j'ai ciblé 4 à 5 cultures, mais je vais cibler les piments. Je vais essayer de démarrer avec les piments. Là, vous devez valider, c'est-à-dire ce marché. Qu'est-ce qu'on appelle valider le marché? C'est-à-dire que vous allez faire ce qu'on appelle une production test. Vous n'allez pas produire en grande quantité. Vous allez trouver une petite parcelle de votre exploitation agricole, supposons 500 mètres carrés ou 400 mètres carrés ou supposons même 1000 mètres carrés. Vous allez investir dans ces 1000 mètres carrés-là. Vous allez produire votre piment. En produisant ce piment-là, vous allez aller directement auprès des supermarchés, auprès des Bana, auprès des acheteurs. Vous leur proposez votre produit. Et là, vous allez attendre le retour. Vous allez tester s'ils sont prêts à acheter ou pas votre produit. S'ils sont prêts à acheter votre produit, là, vous allez valider votre marché. Donc, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste dire que Modou m'a dit que le piment, ça lui a réussi l'année passée, il a injecté 1 million, il s'est retrouvé avec 4 ou 5 millions. Donc, moi aussi, je vais me lancer sur le piment. Vous allez produire. Ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être 4 à 5 tonnes de piment. Après, vous avez du mal à le vendre. Parce que ce qui est valable pour Modou n'est pas valable pour vous. Le marché de Modou n'est pas votre marché. C'est-à-dire que pour ça, il faudra que vous validez votre propre marché. C'est ce qu'on appelle valider son propre marché. Pour valider son propre marché,
Dès l'instant que vous avez ciblé votre culture après une étude de marché, vous allez aménager 500, 400, 300 ou 1000 mètres carrés. Là, vous faites du piment. L'objectif ne sera pas de se faire de l'argent. Parce que c'est toujours un investissement que vous êtes en train de faire et il faudra accepter de faire cet investissement-là. Donc, vous allez produire sur 1000 mètres carrés du piment. Vous prenez ces piments-là et vous allez vous rapprocher de tout ce qui est acheteur. Vous allez donner des échantillons. Et là, vous allez voir des personnes qui vont vous dire on est prêt à acheter, des personnes qui vont signer des contrats d'achat, d'autres qui vont, etc., être prêts à se donner à fond pour votre produit. Et à partir de là, vous pouvez dire que j'ai validé mon produit, mon marché. Et si vous avez validé votre marché, là maintenant, vous pouvez peut-être démarrer votre activité en faisant votre business plan, en faisant votre plan d'action, en tout déroulant. Donc, vous voyez, en fait, on est arrivé à une étape où là, je parle de production, je parle de déroulé, je parle de plan d'action, je parle de business plan. Et la plupart des producteurs aujourd'hui, de nos jours, commencent par ça. Ça veut dire que tout ce que j'avais dit précédemment, ils ne le font pas. Ils ont cette paresse de le faire. Effectuer une étude de marché, valider votre marché, etc. Ce temps de production de 500 à 1000 mètres carrés est vraiment important pour valider votre marché. Parce que c'est ce qui va vous permettre à être riche. Ça ne sert à rien de produire et d'espérer vendre à 1000 francs le kilogramme, votre piment. Et après, sur le marché, vous vous rendez compte que le piment a baissé de 200 ou 300 kg et vous êtes obligé de le vendre à 200 à 300 kg. C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas le marché. Si vous avez le marché, vous avez des contrats d'achat, vous avez des personnes qui s'engagent et à partir de là, vous avez des prix clairs dans votre tête. Et quand vous avez des prix qui sont clairs, quand vous avez une étude marché claire, quand vous avez validé votre marché, là, vous pouvez vous aventurer à faire un business plan ou un plan d'action. Car on ne peut pas faire un business plan, un plan d'action en se basant sur des suppositions. C'est impossible. C'est pourquoi souvent je conseille à des personnes en leur disant, si vous démarrez dans l'agriculture, oubliez tout ce qui est business plan. Vous ne pouvez pas faire un business plan dès votre première année d'activité. C'est impossible. On ne peut pas faire un business plan à votre première année d'activité. Ce qu'on peut faire, c'est un plan d'action. À partir de ce plan d'action, vous déroulez, vous avez des résultats, vous avez des données, vous avez des informations, et là, vous pouvez faire un business plan. Donc, je reviens sur le point, valider votre marché avant de démarrer une production ou de démarrer une activité. L'autre chose, c'est, après avoir validé en fait votre marché, il y a quelque chose aussi qui vient et qui est important, c'est-à-dire valider votre produit. Qu'est-ce que j'appelle valider votre produit? Là, vous voyez, on est toujours en train de travailler sur votre business avant d'aller vraiment sur le marché, de vendre, de commercialiser, etc. La partie qui vous excite le plus, là, ce n'est pas cette partie qui nous intéresse. On va valider votre produit. Et quand on dit valider votre produit agricole, je vous donne l'exemple, par exemple, chez nous, c'est Fraisen. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé durant 3 ans pour valider notre produit. Je précise bien. Durant 3 ans, on produisait, on faisait des tests, on faisait des expérimentations sans pourtant vendre de la fraise, mais juste pour valider notre produit. Valider notre produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aménagez vos 500 mètres carrés, votre 1000 mètres carrés, vous produisez, par exemple, votre piment. Je donne juste directement notre exemple, la fraise. On avait aménagé 2000 mètres carrés, on produisait de la fraise. Chaque année, on prenait ces fraises qu'on récoltait, on l'amenait directement auprès de ses clients. C'est-à-dire notre cible même de départ, c'était les clients particuliers, c'est-à-dire les clients finaux. Ce n'était pas en fait les supermarchés ou les pâtissiers, etc. Ces segments clients ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéressait, c'était les particuliers, c'est-à-dire les clients finaux, ceux qui vont acheter directement nos produits. On leur donnait nos baquettes de fraises et on attendait leur retour. Vous avez des clients qui vont vous dire la fraise est trop sucrée, j'aime pas quand il y a trop de sucre. D'autres qui vont vous dire la fraise est amère, j'aimerais que ça soit beaucoup plus sucré. D'autres qui vont vous dire la fraise est de petite taille, est-ce que c'est possible de la rendre beaucoup plus grosse, etc. Donc, vous avez ces informations qui sont tout simplement des données que vous recevez auprès du client. Et à partir de là, vous pouvez faire 3 types de fraises. Des fraises sucrées, des fraises moins sucrées, des fraises calibrées et des fraises moins calibrées. Et à partir de ces différents types de produits, vous savez que vous avez différents types de clients qui sont intéressés par différents types de fraises. Des grossistes, des pâtissiers qui sont intéressés par des grosses fraises, des particuliers qui sont intéressés par des fraises sucrées, etc., etc. Et là, vous validez votre produit. C'est-à-dire que vous savez maintenant quel est le type de produit que vous allez mettre sur le marché pour que le client achète et que ça ne traîne pas. Parce qu'il n'y a rien de plus malheureux de produire ces produits, de le donner à un acheteur, après vous dire que le produit n'est pas de qualité.
Donc, il faudra valider votre produit, que ce soit des qualités à un point tel que si vous le donnez à un client, il sera content, il va encore acheter en fait votre produit. Parce que le plus difficile, ce n'est pas de vendre. Le plus difficile, c'est de fidéliser un client. Il est facile de vendre en fait à un client, mais le plus difficile, c'est de faire en sorte que ce client achète de nouveau votre produit. Et pour cela, il faudra avoir une qualité incontournable. C'est-à-dire que la qualité doit avant tout être au cœur de votre priorité. Si vous arrivez à produire de la qualité, vous n'avez pas besoin de parler, c'est le produit qui va parler à votre place. Et ça, quelle que soit la concurrence que vous avez devant vous, c'est le produit qui va parler. Donc, faites en sorte de produire de la qualité au moment où les autres vont se concentrer sur la concurrence et les prix. Et vous allez voir, quel que soit le prix que vous allez proposer, le client va venir vers vous pour acheter votre produit. Donc, ça, je dirais, valider votre produit. Et d'ailleurs, pour vous donner une anecdote récente, on accompagnait un producteur, par exemple, qui était aux États-Unis. C'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Depuis 2 ou 3 ans, il n'arrivait pas à réussir sa production. Donc, cette année, on l'a accompagné, il a réussi sa production. Et les piments qu'on a envoyés au niveau d'un supermarché, je ne vais pas citer de nom, on a placé ces piments au niveau d'un supermarché. Et le supermarché a qualifié nos produits de trop chers. Le produit était cher. Alors que le produit, on le vendait à 3 000 francs le kilogramme. Donc, il a dit qu'on ne peut pas prendre votre produit parce que c'est cher. Mais pourtant, il a validé la qualité du produit. On a dit, OK, de toute façon, nous, on ne peut pas vendre moins cher que 3 000. Et ça, je vous dis pourquoi on ne peut pas vendre moins cher que 3 000, toujours dans votre business. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un coût de production. Et sur ce coût de production, si vous avez juste envie de vendre au supermarché et que vous vendez à un prix qui les arrange, vous vous orientez directement vers l'échec ou le chaos. C'est-à-dire que dès l'instant que vous fixez un prix, c'est que vous l'avez fixé sur base d'un coût de production. Donc, lorsqu'ils demandaient de baisser notre produit, on les a dit catégoriquement non, parce que nous, on dépend de notre coût de production. Et sur ce coût de production, si on baisse le prix à 3 000, ça veut dire qu'on va perdre des gens. Il a dit, OK, donc on ne pourra pas acheter votre produit. On s'est dit, d'accord, c'est bon. Et on a pris nos produits, on a commencé à commercialiser auprès d'autres fournisseurs. 3 jours après, ils nous ont contactés pour nous dire, bon, c'est pas grave, donnez-nous votre produit parce que les clients réclament la qualité que vous avez. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que le client, s'il réclame la qualité de votre produit, quel que soit le fournisseur que vous avez devant vous, s'il souhaite vraiment se faire un chiffre d'affaires et vendre, il va acheter votre produit. Donc, c'est la qualité qui prime avant tout. Concentrez-vous sur la qualité de votre produit et c'est votre produit qui va parler à votre place. C'est votre produit qui va fixer ses prix et vous n'aurez même pas besoin de marchander pour vendre vos produits. Donc, ça, c'est important. Validez votre produit. Et je répète, pour valider votre produit, aménagez 500, 1000 mètres carrés, produisez, donnez des échantillons aux clients, essayez d'avoir le feedback de ces clients, essayez de valider des contrats d'achat et là, vous pouvez prétendre maintenant à une grande production. Si on finit par ça, on va passer sur l'autre point qui est, je l'ai cité, c'est de signer des contrats d'achat tout à l'heure. Maintenant, on pourra passer sur l'étape qui est de lancer votre production. C'est-à-dire, vous avez effectué une étude de marché, vous avez validé votre marché, vous avez validé votre produit, maintenant tout est clair. À partir de là, il y a une étape maintenant, l'étape que la plupart des personnes d'ailleurs attaquent directement, c'est la production. Là, on est en phase de production. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est la production. Vous voyez que vous avez omis beaucoup de choses avant d'attaquer la production. Et ces choses omises-là qui étaient en fait en quelque sorte prioritaires en fait avant de vous lancer directement sur la production. Maintenant, on va parler de la production. Et pour la production, il y a encore des préalables. Et là, je vous dis, d'après les sondages, 98% des agriculteurs ne le font pas. C'est dommage, c'est malheureux, mais à 75%, la plupart des échecs que vous avez dans l'agriculture, c'est dû à cela. Avant de lancer une production, il y a quelque chose qui est préalable et ça ne vous coûte pas du tout d'argent. C'est un investissement qui est important et incontournable, c'est-à-dire l'étude du sol. Vous devez effectuer une étude du sol de votre exploitation agricole. L'importance de l'étude du sol, c'est quoi? Ça vous permet de connaître quels sont les éléments majeurs que vous avez dans votre exploitation agricole. Les éléments majeurs, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le N, le P et le K, c'est-à-dire l'azote, le phosphore et le potasse. Ces 3 éléments, d'ailleurs, on les appelle éléments majeurs parce que
s'ils sont incontournables dans votre production agricole. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle les oligo-éléments comme les zinc, comme les magnésium, etc. Des fois, vous pouvez vous passer de cela. Mais les éléments majeurs, vous ne pouvez pas vous passer de cela. Donc, une étude du sol pourra vous dire si votre sol est riche en azote, si votre sol est riche en phosphore ou si votre sol est riche en potasse. Et c'est seulement à partir de cela que vous pouvez savoir quels sont les apports à faire dans votre exploitation agricole. Supposons que quelqu'un veut cultiver le piment, il a juste les informations reçues d'une formation lui disant que pour cultiver, par exemple, une planche de piment, il faudra apporter 2 brouettes de fumure organique. Vous apportez 2 brouettes de fumure organique, ou bien pour 1 hectare, vous avez besoin de 20 tonnes ou 10 tonnes de fumure organique. Alors que peut-être vous, en effectuant votre étude du sol, vous vous rendez compte que vous avez suffisamment d'éléments majeurs dans votre sol, que votre sol est suffisamment riche. Et malgré ça, vous n'avez pas cette information de la richesse de votre sol, vous allez acheter 20 tonnes de fumure organique. C'est-à-dire que vous êtes en train d'investir à perte. Vous êtes en train de faire un investissement qui ne vaut pas du tout le coup, en tout cas pour le moment. Alors que ces 20 tonnes de fumure organique pouvaient servir de dépense pour autre chose. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tout simplement décaissé 150 000 ou 200 000 pour effectuer une étude du sol. C'est comme si aussi vous voulez vous lancer dans le piment et que vous avez un sol excessivement pauvre, et vraiment pauvre à un point où vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Et au cours d'une formation, on vous dit que vous devez apporter 20 tonnes de fumure organique et que votre sol est pauvre à un point où vous avez besoin de 50 tonnes de fumure organique. Donc, vous apportez 20 tonnes de fumure organique. Là, les plantes n'ont pas suffisamment d'éléments qu'il leur faut. Au lieu de donner 5 tonnes, ils vont donner 1 tonne. Et vous dites que la production n'a pas bien marché, mais la production n'a pas bien marché parce que les plantes n'ont pas ce dont elles ont besoin. Donc, ce qui veut dire que l'étude du sol est importante et incontournable pour vous permettre ou prétendre d'atteindre les résultats escomptés. C'est à partir de là que vous pouvez savoir quel est l'investissement ou les dépenses que je dois injecter pour enrichir mon sol ou pour maintenir la qualité de mon sol. Et ce sont aussi ces études qui vont vous permettre de savoir si votre sol est salé ou pas. Parce qu'il y a des sols qui sont salés, il y a des sols qui sont moins salés ou pas. Si votre sol est salé, dès le départ, vous pouvez vous dire, OK, c'est-à-dire que comme mon sol est salé, je ne pourrais pas faire de la fraise. Parce que la fraise n'aime pas du tout le sel. Et là, vous n'allez pas investir à perte. Si vous n'avez pas ces informations, vous allez planter des fraises. Et au bout d'1 mois, toutes les fraises vont mourir. Vous allez vous dire, bon, les plantes qu'on me vend, les plants de fraisiers que j'ai achetés, peut-être n'étaient pas de qualité, ou bien c'était pas bien arrosé, alors que vous avez du sel sans pourtant le savoir. Je vous donne une anecdote très simple. Je donne toujours des exemples pour que vous compreniez. On accompagnait un producteur. Le producteur, d'ailleurs, c'est ça le deuxième point que je vais toucher, n'a pas effectué l'étude du sol. Non, l'étude de l'eau, du moins. Parce que l'étude de l'eau ici est incontournable. Après l'étude du sol, c'est l'étude de l'eau. Ça va me permettre de me diriger directement sur ce point-là. Il n'a pas effectué l'étude de l'eau. Il a directement creusé un forage. D'ailleurs, un forage d'une valeur de 9 millions ou 10 millions. Et il n'a pas pris, en fait, le temps ou la peine d'effectuer l'étude de l'eau, alors que l'eau était salée. Il a implanté 1 hectare de champ de fraises. Au bout de 15 jours, il a perdu une valeur de 20 millions de plants de fraises. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas injecté 200 ou 300 000 pour effectuer une étude de l'eau. Il a perdu tout son argent. Alors que s'il avait fait une étude de l'eau ou bien un sondage pour savoir en fait à quel niveau se trouve le forage, il allait juste aller 10 mètres de profondeur de plus pour atteindre la nappe qui est douce. Parce qu'il est parti sur 80 mètres, alors que la nappe douce se trouve à 90 mètres. N'ayant pas effectué le sondage, n'ayant pas effectué l'étude de l'eau, il s'est trouvé dans ces situations-là et il a perdu en 1 année une valeur, en moins de 2 ou 3 mois, une valeur de 50 millions de francs CFA. Donc, ça vous montre à quel point l'étude du sol et l'étude de l'eau est important. Il faudra faire ces 2 études. Ça ne vous coûte pas d'argent, ça ne prend pas du temps et rapidement, vous avez les informations qu'il faut pour savoir, en fonction de la qualité du sol que j'ai, quelles sont les cultures qui sont adaptées. En fonction de la qualité de l'eau que j'ai, quelles sont les cultures que je dois lancer. Parce que je vous le dis et je le répète, ce n'est pas toutes les cultures qui sont adaptées à tous les types de sols. Ce n'est pas toutes les cultures qui sont
cultivable sur type d'eau. Il faudra revoir quels sont les types de sol, types d'eau que vous avez avant de lancer une culture. C'est-à-dire que même si vous avez effectué une étude de marché, si vous avez ciblé 4 à 5 cultures, effectuez cette étude du sol pour voir si votre sol ou votre eau se marie à cette culture-là avant de lancer quoi que ce soit. Donc, l'autre point sera l'étude de l'environnement. C'est-à-dire que votre environnement même, vous devez l'étudier. C'est-à-dire des gens qui implantent le champ ou qui disposent le champ près d'une mer, par exemple. Ça peut être un danger si vous voulez faire certaines cultures. Parce qu'en fait, il y a le vent, il y a la brise de mer, etc. Il y a les particules de sel qui s'envolent au niveau de l'atmosphère. Des fois, si ça touche certaines cultures, ça peut gâter, en fait, ou bien arrêter votre production. Donc, l'environnement que vous disposez même, vous devez revoir ça avant de vous implanter quelque part pour lancer un type de production bien déterminé. Donc, de grâce, avant de lancer la production, après avoir validé votre marché, tout, effectuez l'étude du sol pour valider si vraiment la culture que vous avez ciblée est apte dans votre exploitation. L'étude de l'eau pour valider si le produit et la culture que vous avez opté est vraiment apte pour votre production avant de vous lancer. Sinon, c'est en pleine production que vous allez faire face à un chaos total. Donc, après ça, il y a quelque chose qui est vraiment important. C'est-à-dire que si vous avez implanté votre culture et lancé votre production, essayez de miser sur la qualité. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment vous faire de l'argent, être durable, pérenne dans l'agriculture, vous devez miser sur la qualité. Oubliez la quantité et faites focus sur la qualité. Mieux vaut avoir la qualité que de ne pas avoir la quantité, que d'avoir la quantité et ne pas avoir la qualité. Si vous avez de la qualité, vous êtes référencé qualité, tout produit que vous proposez, les gens sont prêts à acheter sans réfléchir. Mais si vous proposez, excusez-moi du terme, vraiment de la merde, les gens ne sont jamais prêts à acheter votre produit. Parce qu'il y a combien de concombres dans le pays? Il y a combien de tomates dans le pays? Il y a combien de producteurs de piments dans le pays? Combien de producteurs d'oignons dans le pays? La seule chose qui va vous différencier de ces producteurs sera la qualité que vous allez proposer. Donc, vous devez prendre votre temps et miser sur cette qualité-là. Investissez sur cette qualité-là. La qualité peut impliquer beaucoup de choses. Ça peut impliquer l'innovation, c'est-à-dire là où, par exemple, une personne décide de faire de l'oignon et de le vendre en vrac, par exemple, pour 1 tonne ou 2 tonnes, quelqu'un peut décider, par exemple, de dire, OK, moi, je vais changer les choses. C'est-à-dire, je vais vendre de l'oignon, mais en le mettant dans des emballages de 5 kg, de 2 kg ou de 3 kg. Là, peut-être vous allez même toucher un marché que la plupart des personnes ne touchent pas, c'est-à-dire la personne qui a cette paresse d'aller plier ses propres oignons au marché. Vous lui proposez quelque chose de vraiment facile, c'est-à-dire qu'il y a un petit panier, un petit sachet défilé de 5, 2 ou 3 kg pour vendre directement au client. Ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation et ça implique en fait la qualité. C'est comme l'exemple que je donne toujours au niveau des producteurs d'oignons. On parle d'oignons importés et d'oignons locaux. Mais en fait, il n'y a pas de différence entre l'oignon importé et l'oignon local. La seule différence entre l'oignon importé et l'oignon local, c'est-à-dire que le producteur qui vient de produire, il a fait au moins 4 mois ou 5 mois pour produire ses oignons. Ces oignons arrivent à maturité. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrache directement les oignons, c'est-à-dire qu'il les récolte. Il n'attend pas que les oignons sèchent. En fait, il y a de la triche derrière. Hein, parce qu'en Europe, s'ils récoltent les oignons au bout de 4 ou 5 mois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre au moins 1 mois pour les mettre dans des machines pour les sécher. Et quand ils les sèchent, là, la bonne femme qui cuisine chez lui, aime ça. Parce que la différence entre les deux types d'oignons, c'est que l'autre oignon est bien séché et notre oignon ici, au Sénégal ou en Afrique, n'est pas séché. Pourquoi on ne sèche pas? Parce que le producteur préfère avoir en fait cet oignon qui contient de l'eau pour le poids. Parce que si l'oignon, en fait, contient de l'eau, il devient beaucoup plus lourd. Et s'il est beaucoup plus lourd, ça pèse encore beaucoup plus, c'est de l'argent qu'on gagne derrière. Là où vous devez vendre, par exemple, 2 tonnes, vous allez vendre 4 tonnes. Ça devient de la triche. Et quand vous vendez ça aux femmes, le problème, c'est que ça ne les arrange pas. Ils vont travailler derrière. Alors qu'il suffit juste de laisser 15 ou 1 mois de plus pour pouvoir récolter des oignons qui sont sèches. C'est-à-dire que vous les récoltez et vous les séchez, vous avez des oignons de même qualité que les oignons importés. Les oignons importés, les oignons locaux, il n'y a pas de différence, c'est les mêmes types d'oignons. La seule différence, c'est qu'on ne les cherche pas. Donc, raison pour laquelle, en fait, il faudra miser sur la qualité. C'est-à-dire, prenez le temps qu'il faut, même si vous devez perdre 15 ou 1 mois, prenez le temps de produire cette qualité-là. Parce que si l'oignon est séché, vous pouvez le conserver pour
6 ou 1 an ou plus même. Alors que l'oignon qui n'est pas séché, vous ne pouvez pas le conserver au-delà de 2 mois parce que ça va pourrir. Donc, la qualité est vraiment déterminante pour vous permettre de vous positionner sur le marché, quelle que soit la quantité ou quels que soient les producteurs que vous avez. Si vous vous différenciez avec la qualité, c'est sûr que les fournisseurs vont vous préférer à d'autres fournisseurs. L'autre chose, c'est qui est très important d'ailleurs, parce que quand je parle aussi de la qualité, c'est ça. Si vous voulez vraiment vous faire de l'argent dans l'agriculture, c'est-à-dire que si vous voulez être durable, parce que quand on parle de se faire de l'argent, c'est-à-dire que ne pas mourir au bout de 2 campagnes ou 3 campagnes, parce que le marché de l'agriculture va s'agrandir de plus en plus. Si vous voulez qu'on vous distingue, si vous voulez vous faire démarquer, ne vendez pas les produits, vendez une marque. Essayez de vendre une marque et arrêtez de vendre des produits. Parce que c'est en vendant des marques que vous allez rester durable, que vous allez rester pérenne, qu'on va vous distinguer, qu'on va savoir en fait de qui il s'agit. Si vous produisez de l'oignon ou si vous produisez de la salade, supposons que vous vous appelez Modou, mais quand vous mettez par exemple salade Modou, si la salade est de qualité et que c'est référencé être de la qualité, mais quand on parlera de la salade, on va directement penser à Modou. Quand on va parler de la fraise, on va directement penser à Suleiman ou penser à Fraisel. Il faut vendre cette marque-là. Et pour vendre cette marque, ça revient au niveau du packaging dont je parlais. C'est-à-dire, essayer de vous démarquer en proposant des produits de qualité, en essayant de proposer des packages, en essayant de donner en fait un label à votre produit. Et à partir de là, si on vous reconnaît, c'est fini. Vous restez dans les mémoires de tout le monde. Donc, vous devez essayer de vous formaliser au max pour arrêter de vendre en vrac. Tout le monde peut vendre en vrac. Hein. Tout le monde peut vendre en vrac, mais le problème, c'est que ce n'est pas durable. C'est une question d'une campagne, 2 campagnes, 3 campagnes. Mais si vous misez sur une marque, c'est vraiment l'objectif, c'est de se faire de l'argent, d'être un millionnaire, monsieur. C'est de se faire de l'argent, c'est-à-dire que vous devez miser sur la durabilité. Et là, vous devez miser sur une marque, essayer de vendre une marque. Parce que c'est la marque qui va permettre à un acheteur ou quelqu'un qui entre dans un supermarché de savoir exactement quel est le type d'oignon, quelle est la salade, quel est, comment dirais-je, le concombre que je dois acheter. Dans sa tête, c'est déjà clair qu'en entrant dans le supermarché, je vais acheter tel type de concombre parce qu'il y a une marque qui est référencée. Donc, c'est pas pour rien que les grandes structures, c'est pas pour rien que les grandes marques, les grandes entreprises mettent en avant leur marque parce qu'ils essayent de vendre ça. Et quand vous vendez une marque, vous allez vous démarquer très rapidement, vous allez rester durable. Et si vous misez sur l'innovation, la qualité et autres, ça va suivre très facilement et vous allez faire rapidement le chiffre d'affaires. Et l'autre chose, c'est aussi d'être accessible et flexible, toujours sur votre produit. Quand je dis accessible et flexible, c'est-à-dire essayer d'écouter les clients. Quand on dit que le client est roi, c'est souvent ça. C'est-à-dire, vous pouvez proposer un produit ou bien vous pouvez proposer un emballage et le client vous dit, j'aime pas ce type d'emballage, ça me dérange. Je vous donne par exemple notre exemple. Souvent, je donne cet exemple-là. Au début, quand on faisait la production de la fraise, on a démarré avec des barquettes en plastique, comme le font partout dans le monde. Hein. Tout le monde, tous les producteurs dans le monde utilisent des barquettes en plastique. Mais on a une partie écologique dans notre production qui a tiqué certains clients. Quand je vous dis, en fait, l'évolution de Fraisen, c'est pas des génies créateurs, des gens qui sont là, qui réfléchissent, qui pensent. C'est pas nous en réalité. Ce sont souvent les clients. Tout ce que vous voyez comme innovation qu'on développe souvent chez nous, c'est les clients qui nous le proposent. Ça ne vient pas de nous en réalité, pour vous dire la vérité. Donc, lorsqu'on proposait des baguettes en plastique, il y a 4, 5 ou 6 clients qui nous sont revenus en nous disant, mais attendez, vous êtes toujours dans l'écologie. Pourquoi pas changer les types d'emballage et faire des emballages en papier? Et c'est à partir de là qu'on a changé les emballages en plastique pour faire des emballages en papier. Et le client qui va revenir sur le marché, acheter votre produit, tout en voyant en fait que cet emballage qui était en plastique est devenu en fait un emballage en papier, il se sent concerné, il se sent impliqué, il se sent écouté. Et ce client, en fait, ton produit devient son produit. Parce que le fait de sentir juste que mes remarques ont été tenues en compte, ça l'implique carrément dans le cœur de votre business. Et là, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faudra être accessible, il faudra être flexible, il faudra s'ouvrir aux clients, répondre aux attentes des clients. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas toujours répondre à leurs attentes au point de vous faire couler, mais il y a des remarques qu'ils vous donnent. C'est capital, c'est important. Et si vous voulez
les impliquer ou impliquer dans ce que vous faites, vous allez voir que ça va vous faciliter la vie et vous allez voir que vous êtes en train d'impliquer le client dans le cœur de votre activité. Et finalement, ce n'est pas vous qui allez faire le travail. C'est votre client qui va faire le travail à votre place parce qu'il va devenir votre commercial, il va devenir votre business developer, il va devenir tout ce que vous voulez pour développer votre activité agricole. Donc, soyez flexible, accessible, écoutez et essayez toujours d'avoir ce retour du client pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous devez améliorer. Car c'est à ce niveau-là que vous allez vous différencier de vos concurrents. À chaque fois, si vous êtes proche de votre client, demandez est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé. Déjà, ce client qui était même prêt à vous quitter ne va pas vous quitter parce qu'il sait que vous êtes attentif à lui, que vous l'écoutez, que vous prenez soin de lui. Et à partir de là, vous allez voir c'est votre business qui va s'éclore, qui va se développer naturellement parce que vous allez avoir naturellement un employé que vous n'avez pas payé. C'est un employé gratuit qui est là, qui se soucie de votre business, qui va voir comment vous aider à développer votre business en donnant ses avis, en donnant son expertise gratuitement. Et là, vous allez émerger très facilement parce que vous aurez après 2000 ou 2500 employés gratuits, en quelque sorte, qui sont tout simplement des clients. Donc, soyez accessible et flexible. L'autre chose qui est importante, c'est la gestion de votre dépense. Vous savez, quand on gère une exploitation agricole, ceux qui ont déjà des champs savent ce que j'ai dit, vous injectez. C'est-à-dire que vous sortez de l'argent, vous investissez sans réfléchir. On a besoin des tuyaux, vous investissez. Il n'y a plus d'engrais, vous investissez. On a besoin de payer des factures, vous investissez. Donc, vous investissez sans réfléchir. On met tout le temps. On met tout le temps. Et vous continuez même à mettre votre argent de poche ou à investir votre salaire dans votre activité. Et ça ne s'arrête pas. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça continue. Je vous le dis tout de suite. Et retenez ça. C'est important. Si vous vous lancez dans une activité agricole et qu'au bout de 6 mois, je précise bien, qu'au bout de 6 mois, vous continuez à investir dans cette activité, arrêtez. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand vous démarrez une activité agricole, normalement, vous devez investir les 6 premiers mois. Et à partir du 6e mois, c'est l'activité qui doit assurer le fonctionnement, c'est-à-dire qui doit assurer les salaires, qui doit assurer l'achat des gasoil, qui doit assurer le fonctionnement de l'exploitation. Si au bout du 6e mois, vous continuez à injecter l'argent, à le faire sortir de votre poste, il y a un problème. Arrêtez. Parce que les dépenses que vous devez injecter, vous devez savoir les gérer. Il y a un niveau de dépenses qu'il faudra arrêter, stopper. Comme on dit, l'investissement de départ, le plan d'action, c'était ça. C'est-à-dire que vous avez 10 millions, votre exploitation agricole, votre business a besoin de 10, 11 millions. Ce sont ces 10, 11 millions que vous avez besoin pour les 6 premiers mois. À partir du 6e mois, l'activité doit générer des revenus. Si ça ne génère pas de revenus, il y a un problème. Arrêtez et essayez de revoir qu'est-ce qui fonctionne. Parce que si vous ne gérez pas des dépenses, vous allez continuer d'injecter. En fin de campagne, vous allez voir que vous allez dépenser beaucoup plus que vous allez gagner. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas une gestion des dépenses derrière. Donc, ce que je vous conseille, c'est-à-dire, dès le départ de votre activité, essayez de proposer un plan d'action. Je ne dirais pas un business plan, un plan d'action. Et sur chaque action, essayez de voir qu'est-ce que ça demande comme investissement. Essayez de canaliser tout ça au bout de 6 mois. C'est-à-dire tout ce qui est fonds de roulement, salaire, carburant, etc. Calculez ça sur une durée de 6 mois. Au 6e mois, l'activité doit générer suffisamment de revenus pour faire tourner le projet. Sinon, arrêtez et revoyez ce qui ne fonctionne pas avant de vous faire couler. En fait, c'était juste les quelques points que j'avais à partager parce que sinon, je vais prendre presque les 1 heure de temps. Il y en a presque 30. Comme je l'ai dit, j'ai partagé avec 14. Donc, s'il y a peut-être des questions juste pour approfondir certains points, je préfère qu'on ouvre les micros et on échange. Sinon, je vais monopoliser la parole durant tout l'échange, ne sera pas intéressant. Merci beaucoup, Souleymane, pour cette brillante présentation. Il n'y a pas eu un mot de trop, c'était direct, c'était aller à l'essentiel. Vraiment, tu as captivé l'attention pendant tout ce temps-là. J'ai vu une question qui a été posée sur le chat par ici, je pense que oui. Ah, c'était Absas qui disait l'agriculture étant une science exacte, a-t-on besoin de business model sur les cultures clés
Exemple, si vous investissez 1 million sur X mètres carrés pendant Y mois avec Tondo, vous aurez un minimum de temps en quantité de production. Est-ce que tu peux répéter la question, une demande? Oui, alors tu peux la retrouver sur le chat, hein, mais c'était de savoir, est-ce que c'est possible de savoir si on investit tel montant, que ce Oui. soit en engrais, en quantité d'autres, est-ce que c'est possible de pouvoir estimer quel est le rendement qu'on devrait avoir? Si on maîtrise le sol, on maîtrise les OK. engrais. Bah, mais oui, en fait, si on n'arrive pas à faire ça, c'est-à-dire qu'on va directement au mur. C'est-à-dire que quand, par exemple, je donne un exemple, si vous avez ciblé une culture comme le piment, dès le départ, on sait ce dont on a besoin pour démarrer l'activité. Donc, c'est déjà pour 1 hectare de piment, combien de pots de piment il nous faut. On sait la quantité d'engrais dont on a besoin. On sait la fumure organique dont on a besoin. On sait l'ouvrier qu'on doit recruter, combien lui payer. Donc, ça veut dire que tout est déjà calé, c'est fixe. Et sur 1 hectare, on sait qu'au Sénégal, vous pouvez atteindre 10 à 15 tonnes. Donc, ça veut dire que supposons que je donne 1 hectare de piment. Si vous avez déjà de l'eau qui est disponible, si vous avez déjà en fait la terre qui est disponible, minimum, vous pouvez injecter 6 à 7 millions. Vraiment être tranquille dans votre activité. Donc, sur 1 hectare, si vous faites une quantité de 10 à 15 tonnes, supposons 10 tonnes, ça veut dire que vous allez prendre 10 tonnes, c'est quoi? C'est 10 000 kilogrammes. Donc, à partir de là, déjà, vous pouvez connaître le coût de production de votre exploitation agricole. Vous avez injecté 7 millions de francs CFA pour produire 10 000 kilogrammes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 7 millions de francs CFA, on les divise par les 10 000 kilogrammes. Si on les divise par les 10 000 kilogrammes, vous avez le coût de production d'1 kilogramme. Je n'ai pas fait le calcul comme ça, mais je pense que c'est quelque chose comme 700 francs le kilogramme comme coût de production. Supposons que c'est ça. Donc, si vous prenez les 7 millions divisé par 10 000 kilogrammes, le chiffre que ça va vous donner, ça, c'est le coût de production pour avoir 1 kilogramme. Et à partir de ce coût de production que vous avez, ça veut dire que vous allez dire quelle est la marge que je vais mettre pour gagner. Ça veut dire que pour commencer à être rentable. La marge peut être 200 ou 300, vous pouvez dire je vais mettre 700 plus 200, donc le prix de kilogramme, c'est 1000 francs ou 1200, etc., quelque chose comme ça. C'est bien possible de faire le calcul avant de démarrer ces activités. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous allez tâtonner, vous allez faire à peu près. Vous n'allez pas savoir si vous avez gagné ou perdu. OK, parfait. Donc, pour les autres, si vous avez des questions, vous pouvez activer le micro pour poser votre question directement à Suleiman. Alors, moi, j'avais une question en attendant que peut-être d'autres réfléchissent. Ah, si je vois Gora a activé son micro. Vas-y, Gora. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, Suleiman. Oui, ça va. Ça va. J'avais fait le déplacement au niveau de Bayard pour passer la journée avec vous au niveau les jours de portes ouvertes organisés par Frezen. J'ai vu que vous êtes un exemple, machallah. Vous êtes bien organisé, vous connaissez ce que vous faites, vous ne tâtonnez pas, là c'est sûr. Moi, je vous donne mon exemple pour ce que vous dites concernant les ouvriers. J'avais une exploitation de piment. Comme tout le monde le sait, on dit au Sénégal, le piment, c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. Le kilo de piment peut atteindre jusqu'à 4 000 francs. Moi, je me suis lancé avec un ami qui me disait qu'il avait toutes les compétences et tout. Il m'avait convaincu. J'avais investi mon argent. Alors que je me suis retrouvé avec 0 francs. Raison pour laquelle je suis parfaitement d'accord sur toute la ligne avec tous les conseils que vous avez donnés. Surtout ce qui concerne les ouvriers. Parce que les ouvriers, ce sont eux qui se trouvent à l'exploitation. Si tu n'as pas le temps,
Tu les appelles au téléphone, à chaque fois, ils te donnent de très bonnes nouvelles. Mais si tu vas sur le site, tu vois que c'est diamétralement opposé. Tout ce qu'ils disent, c'est totalement faux. Moi, je vous ai rencontré une fois, je vais vous rencontrer parce qu'on échange sur WhatsApp de temps en temps. Mais j'aimerais m'investir sur le fraise. Inch'Allah. Okay. Oui. Inch'Allah. Mais en tout cas, j'aime la façon dont vous travaillez et l'Afrique a besoin des jeunes comme vous. Je vois que vous parcourez maintenant partout en Afrique et je prie que ce soit au niveau de l'international parce que ça sera une fierté pour le Sénégal. Inch'Allah. En tout cas, on vous suit de près et on est content de vous. Merci à vous. Merci à tout le monde. Peut-être juste un point que je vais toucher par rapport à ce qu'il a dit. Il y a quelque chose qui était important que la plupart des personnes font, c'est-à-dire ils considèrent l'agriculture comme une activité secondaire. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faudra comprendre quelque chose. Si vous vous lancez dans l'agriculture, il faudra le considérer comme un business si votre objectif, c'est de se faire de l'argent. C'est-à-dire, vous, au bureau, vous vous réveillez 8 heures, vous descendez à 18 heures. Au champ, c'est de 8 heures à 18 heures. C'est carrément une activité, c'est un business. Ça doit être votre business. Donc, ça ne doit pas être un truc où j'ai un ouvrier, je l'appelle pour voir qu'est-ce qui se passe. Personne dans cette vie ne va piloter votre projet à votre place. Et personne ne pourra piloter le projet à votre place. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, il faudra aussi en faire votre business, votre bureau, c'est-à-dire 8 heures, 18 heures. C'est l'un des secrets aussi qu'il faudra savoir. Ouais. Alors, nous avons une autre main levée de Aïcha. Donc, Aïcha, tu peux prendre le micro. Cool. Merci, Mina. Bonjour à tout le monde. Salam alaikum. Merci beaucoup, Souleymane. C'était vraiment très, très, très intéressant, machallah, et nous vous souhaitons encore beaucoup plus de succès. Ma question est en rapport avec les ouvriers. Donc, pour rebondir sur ce que Gora disait tout à l'heure, effectivement, la sélection des ouvriers, c'est extrêmement important, mais comment les sélectionner? C'est-à-dire, par exemple, au Sénégal, il y a beaucoup de choses qui se font, oui, parce que c'est quelqu'un qui ne fait rien, donc je vais le prendre parce qu'il ne fait rien. Personne ne regarde vraiment l'expertise de la personne, mais si on demande à quelqu'un, est-ce que vous avez l'expertise avec les champs? Ils vont certainement te dire, oui, moi, je travaille avec mon papa, avec mon grand-père, etc., dans les champs, donc je connais. Donc, il y a l'expertise qui manque. Comment choisir de bons ouvriers? Enfin, c'est une question très ouverte et je suis sûre que vous ne pourrez pas me dire, voilà, voici la réponse, mais juste de par vos expériences, comment choisir de bons ouvriers? Quelles sont de bonnes formations que vous pouvez recommander, mais aussi, ces ouvriers, il faut les former. Là où nous sommes formés pour pouvoir faire ce que nous faisons, mais on n'investit pas, enfin, déjà qu'on a du mal à trouver des ouvriers qui ont une certaine capacité, mais alors on n'investit pas sur leur formation pour que ça puisse aller un peu plus de l'avant, parce qu'on a peur de plein de choses. Des fois, on forme les gens et puis ils se retrouvent à aller partir ailleurs, des choses comme ça. Donc, je voudrais bien avoir peut-être un partage d'expérience sur ça. Comment choisir de bons ouvriers? Quelles recommandations pour des formations éventuelles? Merci beaucoup et bonne continuation. Oui, merci. En fait, c'est une question qui est vraiment importante parce que personnellement, moi qui vous parle, c'est au bout de 3 ans, parce que j'ai échoué dans les activités agricoles, plus ou moins échoué dans les activités agricoles durant 3 ans. Et c'est au bout, en fait, de 3 ans que je me suis rendu compte que mon problème, c'était les ouvriers. Donc, c'est pour vous dire, en fait, c'est pas mal d'échouer parce qu'il y a des ouvriers. Parce que moi, en tant qu'agronome, si j'ai réussi à échouer à cause de mes ouvriers, donc je comprends. La solution que j'ai mis en place, c'est-à-dire que j'avais la chance d'être formateur dans une école agricole ici au Sénégal. J'étais recruté encore en tant que fonctionnaire. Donc, j'ai démissionné de la fonction publique pour rester dans mes activités. Donc, de là, en fait, j'essaie de cibler les bons éléments. C'est-à-dire que vous allez voir des étudiants, des ouvriers, parce qu'il y a dans la formation, il y a ce qu'on appelle le BT, il y a ce qu'on appelle le CAP. Les CAP sont des ouvriers. Donc, je détecte en fait des jeunes et à partir de là, je les prends en stage.
Je ne suis plus dans cette école-là, mais ce que je fais jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire que quand je reçois des stagiaires, je reste en mode d'observation. Je regarde la personne. Si je vois que cette personne a peu de ce dont j'ai besoin, ça peut être juste l'engagement, la motivation, l'endurance. En fait, le secret des ouvriers, je vous le dis, si vous devez chercher, c'est quoi? C'est déjà la motivation. C'est quelqu'un qui a envie de produire quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui veut donner des résultats, etc. Ça peut être quelqu'un qui est une charge familiale, c'est-à-dire donc il a envie de donner à fond pour produire des résultats. C'est quoi? C'est aussi l'endurance. Le problème ici au Sénégal et souvent en Afrique, c'est qu'on est tous des paresseux. Donc, si vous n'avez pas un ouvrier qui n'est pas endurant, mettez-le de côté parce que ça ne va pas vous aider. C'est aussi l'engagement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est engagé, qui s'implique vraiment à fond dans les activités. Ça, c'est au moins 3 critères. Donc, si vous l'avez plus ou moins, vous avez les critères dont vous avez besoin pour un ouvrier. Maintenant, le reste sera une formation. Parce que nous, quand on détecte ces 3 éléments, ces 3 trucs sur un ouvrier, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend ces ouvriers, on les propose en formation, en stage chez nous. Et en les proposant en stage, c'est là qu'on va les formater, les changer. Parce que le problème qu'on a besoin au Sénégal, c'est de formater les gens. Il faut les formater, il faut carrément faire changer les visions, les façons de faire. Donc, nous, ce qu'on fait, on les recrute. Et quand on finit de les formater, à partir de là, on les recrute. Ou bien quand on voit quelqu'un qui en a besoin, on le propose à d'autres personnes pour qu'ils puissent les recruter. Mais là, pour vous dire, les plus grands paresseux que vous allez trouver dans le milieu agricole viennent des écoles. C'est dommage, c'est malheureux, c'est paradoxal. Mais les ingénieurs, les ouvriers qui sortent des écoles agricoles sont les plus grands paresseux que vous pouvez imaginer. Donc, en quelque sorte, alors que c'est eux qui devaient être les outils, mieux vaut prendre quelqu'un d'un sourd qui n'a pas une grande connaissance de l'agriculture, vous le formez sur ça, vous les encadrez sur ça, pour qu'il puisse vous donner des résultats, que de prendre quelqu'un qui sort de l'école qui est paresseux. Parce qu'il a les connaissances, mais il n'a pas ce qu'il faut pour développer votre activité. Donc, vraiment, c'est un point, comme vous le dites, une question ouverte qui n'est pas trop facile à répondre. Moi, la réponse que j'ai donnée à cette question, c'est que j'ai décidé de former mes propres ouvriers sur ma propre vision, sur ma propre façon de faire, pour que je puisse enfin les recruter. Parce que si vous arrivez à former ces ouvriers-là, l'avantage, c'est qu'ils vont penser comme vous, ils vont réfléchir comme vous, ils vont suivre les objectifs et la vision que vous avez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on peut voyager, être n'importe où dans le monde, mais on sera tranquille parce qu'on sera derrière. Il y a des personnes qui savent vraiment ce qu'on veut et comment on le veut. Donc, ce qui est possible peut-être, si vous avez un problème d'ouvrier, à mon niveau, je peux essayer de détecter des jeunes que je connais et essayer de vous mettre en rapport avec vous pour qu'ils puissent vous aider. Mais vraiment, pour vous dire, c'est une question pas facile à répondre avec cette jeunesse d'aujourd'hui. OK, merci beaucoup. Il y a une main levée de Yapo. Donc, Yapo, tu peux activer ton micro et prendre la parole. Donc, clique juste sur le micro à nouveau. Alors, sinon, en attendant que Yapo réussisse à désactiver le micro, on va prendre une question de Omar. Allô? Oui, Omar, on t'entend, parfait. Bonjour à tout le monde. Donc, en fait, juste une petite précision, mais surtout par rapport à mon expérience personnelle, là, pour une genre solution, en fait. C'est plus pour vous raconter, je ne vous raconte pas ma vie, mais pour faire un peu court, en fait, je suis venu d'Europe pour m'investir dans l'agriculture. Et là, ça fait 2 ans que je travaille dessus à temps plein, quoi. Donc, j'aimerais un peu trouver quelqu'un pour m'aider à remplacer, on va dire, quoi. C'est surtout par rapport à la recherche d'ouvriers, mais plus quelqu'un pour l'ouvrier, mais ben genre, dans on va dire, en Europe, apprentissage, dans la formation d'apprentissage. Donc, c'est des élèves qui sont en cours de formation, mais bon, qui n'est à temps plein, à temps partiel, quoi. Donc, là, Souleymane, par exemple, maintenant, ou bien vous pensez que c'est Non, ça, c'est facile à trouver. Hein. Il y en a plein. Il y a plusieurs personnes
dans ce sens. Donc, alors? Si c'est ma expression, vous n'avez répété aussi parce que je suis pas. Non, dégg naa la. Non, en fait, dama doon wax ne loolu c'est bien possible. Mën na nekk bu fekkee da ngaa soxla genre profil boobu. Après, bon, mun nga jël sama contact. Dinaa ko dugal si chat bi wala Amina def ko si chat bi. Soo ma contacté après, mun naa la boole laay jël nga waxtaan ak ñoom. Mais ça, c'est bien possible, ça existe. D'accord. Parce que là, je suis. Madame Ligue, on essaie de un peu, mais bon, on n'est pas encore au point. Et puis, j'aimerais bien passer le relais à quelqu'un d'autre. Et puis, à cause de nous, n'importe qui. C'est pas ordinaire, mais c'est juste remplir les fichiers Excel. Là, le profil qui est un peu rigoureux dans la démarche. Ouais, je vois. Non, c'est bien possible. J'ai essayé de demander, mais pour l'instant, j'ai. Alors, le micro n'est pas très clair, malheureusement, Omar. Ce que je vais faire, comme c'est un cas particulier quand même, je vais partager dans le chat le numéro de Suleiman et tu pourras le contacter directement pour voir comment vous pouvez avancer sur ça. Et donc, alors j'ai ensuite Madame Cissé, merci, qui a levé la main. Vous pouvez activer le micro et poser votre question. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Madame Cissé Fatoumata. Je suis la directrice fondatrice de Bassari Baobab, une structure qui est basée à Tambacounda et qui est dans la production, transformation et commercialisation. Monsieur Agne, merci beaucoup pour ce partage. Mina, merci beaucoup. J'ai eu à recevoir votre lien hier même, mais je m'étais dit que quelque chose alpha, je ferai tout pour planifier une heure de temps pour pouvoir participer, car je ne l'ai pas regretté en fait. Ça a été un grand apport. Moi, j'ai démarré carrément la production au mois de mai. Mais j'avoue que, monsieur Agne, là, au début, quand vous disiez que la première fois, si vous faites un échec et que vous laissez tomber, sachez que vous n'êtes pas encore prêt. Donc, je me suis dit que certainement, c'était ça, parce que j'avais investi beaucoup de sous dedans. Et pour la première production, ça n'a pas donné. Du côté du concombre, OK, parce que c'était dans une serre. Mais pour le plein champ, zéro. D'ailleurs, tout ce qu'on a récolté, on l'a jeté. À un certain moment, un de vos amis, M. Diallo, m'a donné vos contacts, le 77 795 71 15. J'ai eu à vous contacter par WhatsApp en vous demandant quand est-ce que vous allez venir à Tamba, sachant que vous êtes originaire de Tamba. Mais je me suis dit, est-ce que ce n'est pas votre community manager qui m'a répondu? Parce que la réponse était tellement courte. Et là, je vois que la personne à qui j'ai affaire, la personne à qui je viens de suivre, est vraiment une personne ouverte. Donc, bon, j'aurais vraiment souhaité, puisque là, tout le monde voudrait participer, j'aurais souhaité avoir vos coordonnées et voir éventuellement une collaboration parce qu'on m'avait donné les conditions d'adhésion qui devaient se faire au mois d'octobre, mais c'est la réponse qui m'avait découragée et je suis en train de chercher d'autres types de collaboration. Maintenant, là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mina a dit qu'elle va mettre vos numéros sur le chat et je pourrais vous contacter histoire de voir un tout petit peu les conditions pour pouvoir collaborer avec votre structure. D'accord, vous pouvez m'appeler directement sur le même numéro. Mina, merci beaucoup, vous aussi de votre côté. D'accord, 795 71 15. Avec plaisir, j'ai partagé le contact, le numéro. D'accord. Qui est sur WhatsApp également. Et votre numéro aussi, Mina, parce que puisque vous êtes avec des dames, j'aurais bien voulu intégrer aussi votre structure. Et mention spéciale aussi à vous deux et bonne continuation. Merci beaucoup. On va échanger plus longuement dès que j'ai les contacts parce que la formation est organisée dans le cadre de Leader Academy. Donc, l'essentiel des personnes qui sont là, je l'ai expliqué au début, on pourra en reparler plus longuement à ce moment-là.
Merci bien, merci. On va prendre une dernière question parce que bon, on avait mobilisé Souleymane pour 1 heure et ça fait bientôt 1h30. La main levée. Alors, bon, c'est écrit HP. Donc, HP, si tu te reconnais, tu peux activer ton micro. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Walaikum salam. J'avais oublié d'enlever le HP pour mettre mon nom. Mon nom, c'est Thierno Aliou Sow. J'aimerais aussi m'exprimer en Wolof, vu que mes français ne sont pas trop clairs. C'est un français ndongo dara quoi. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp man maa ngi tudd Thierno Aliou Sow maa ngi nekk Mbour. Donc démb rek laa gis publication bi ma capton lien bi ma ne dinaa ci participer pour xool le commerçant la di nekk ci domaine cosmétique. Donc dama gis monde bi actuellement nu muy doxee gis ne mbay mi aussi ci la bokk même bu fekkete ne jàpp naa ne ñaari façon moo ci nekk soit bay dundee personnellement wala bay dund commercialisé aussi. Donc sama temps nag mayuma wax dëgg yàlla lu bëri may génn comme que côté bi ma nekk gisuma fi ñuy def ay côté formation soit formation physique wala même en ligne sax gisuma ñu koy def. Donc du coup ba tax na am na ñu ma proposé pour ma ñëw si ñoom dafay formation mais fi ñu nekk dafa xaw a sori ak ma nekk te dama nekk benn loxo aussi mënuma nii ma wax ak yow ni sama place laa nekk mënuma déplacé wu di dem léegi nag ma ne pourquoi pas aussi ma commencé rek loo xam ne lu tuuti la di commencé di laajte waale ci biir di lire quelques vidéos Souleymane maa ngi lay remercier au passage maa ngi seen say quelques vidéos ci YouTube di la suivre ma commencé loo xam ne pratiquement moom maa koy defal sama bopp ci benn espace bu 150 mètres carrés la jëloon dem si benn waaye bu def pépinière mu joxoon ma pépinière kii ma Dixon ak poivron ma def ko ci bu nekk ma am ci 100 pieds ma def ko ci benn espace bu 150 mètres carrés di xëy chaque jour di fa dem di ko arroser di xool fu mu toll loolu li ma ci bëgg mooy loo xam ne pratiquement maa koy xamal sama bopp di ko jàngal sama bopp ma demee nag ba xam ne am naa ci expérience bi mun naa ko yaatal su boobaa pourquoi pas ma def ko loo xam ne day yaatu ma commercialiser ko ci wala yu mel noonu mais li ma bëgg a wax rek mooy je suis un débutant dans ce domaine boo xam ne amaguma ci 3 mois ci li ma commencé ak léegi amaguma ci 3 mois le 9 octobre bi laay am 2 mois ci li ma commencé ak léegi kon donc xam ngeen ne kon dinaa soxla connaissance dinaa soxla assistance aussi donc affaire bi kiiwul malheureusement nag zone bi ma nekk nii gisuma ko fii def piment li ma fi gis rek mooy ñi fi def salade ñi def salade di def naana donc laa fi gis mais gisuguma fi koo xam ne dafay def piment pour ma mën a dem ci toolam physiquement di assister di xool léegi nag man li may wax mooy ndax yéen li ngeen yore ndax da ngeen di def ay formation soit ay formation en distance wala ay formation théorie wala pratique yoo xam ne da ngeen koy def wala di déplacé wu di ñëw di nemmeeku ñeneen ñi nga xam ne dafa commencé ku leen appuyer ci côté kii ñu tuddee sax ci côté connaissance parce que financement bi peut-être mu ngi fi mais boo jiitalul connaissance bi da ngay perte yaakaar naa xam parce que am naa possibilité def ko ci hectare yu yaatu par exemple fii su lijjanti ba am ko mais boo amul connaissance bi da ngay am problème parce que il faut nga jël keneen ki ngay jël aussi bu defee lu baax doo ko xam bu defee lu bon aussi doo ko xam parce que yow mi ko bëgg def xamoo ci dara moo tax man ma bëggoon sama espace bu 150 mètres carrés bi ma bëgg balaa ma koy jox kenn mu koy gérer wala ma koy yaatal feneen mais man ma nekk ci ba xam li affaire bi la ba pare su boobaa ma soog ko yaatal donc man conseil ngay jox kii soog a commencé ci loolu ak ndax li ma defagum aussi ci ni ma ko waxee nii est-ce que gis ngeen yàlla na maana est-ce que mën naa ci continuer wala déet donc numéro bi tamit jël naa ko dama bëggoon participer rek fi ci oralement ngeen dégg nga woote suuf incha allah gën a jokk ak leen di remercier aussi si initiative bi rafet na trop vraiment ñu ngi leen di encourager aussi waaw dégg naa sa question bi déjà li nga def noonu mooy solution moo waxoon sànq sax c'est une bonne idée démarrer tuuti boobu noonu mu am ni nga si jàngal lu mu lay jàngal
loolu moom boo ko fa téye ko bu ko fa bàyyi parce que ni ngay jàng si espace bu ndaw moom rek kenn xamul lu mu toll donc di nga gis njëriñam léegi leneen ne mooy sama numéro bi boo ko jotee comme ça comme si nga toll noonu soo ma woowee rek man dinaa la orienté wax la lan nga manqué loola kii topp la ba keroog ngay am résultat bi nga soxla il suffit que nga may envoyé ay image WhatsApp rek mën naa la orienté léegi nag lu jëm si formation bi xanaa loolu moom Amina laa koy wax déjà am na benn formation boo xam ne dañ koy def bu tudd Bay Dundee am na loo xam ne ñu ngi koy waajal ni xam naa bu kii rek gars yi nañ ko partagé xam na ni formation physique la nit ñi dañuy déplacé wu ñëw si terrain bi ñu def ko ak association JDR bi peut-être ku mel ne Amina bu fekkee ne mën na organiser genre formation yi nga xam ne peut-être sera des formations spécifiques nga xëy benn jour ne tey formation sur la culture du piment lay doon nga xam ne képp koo xam ne ni mos nga béy piment mu nga connecté wu en ligne ñu partager yéen quelques techniques fi nga toll ak problème yi nga am nga partager ko ñu xool ñu koy corriger ça peut être des formations ciblées sur chaque culture yoo xam ne mën nañ ko def régulièrement mais Amina dina sa xalaat après revenir si par rapport à ça mais yow pour ça cas parce que Amina la jaaxal amul souci inchallah merci beaucoup dinañ la woo inchallah d'accord maa ngi leen di remercier ñëpp aussi inchallah. Parfait. Alors, je vais d'abord le dire rapidement en Wolof et traduire pour ceux qui sont dans le groupe et qui sont pas le français. Donc, sa préoccupation, c'était de savoir, c'était par rapport à son cas particulier, comment il pouvait avoir des conseils de la part de Souleymane et être plus régulièrement informé de sessions, même si ce sont des sessions en ligne, sur des cultures particulières par rapport à l'agriculture. Et ce que Souleymane a recommandé, c'est de voir comment on peut organiser ces sessions dans le futur, mais vraiment centrées sur la thématique de l'agrobusiness. Il y a une commission, Bay Dundee, justement. Donc, on va échanger avec la commission Bay Dundee pour voir comment on peut coordonner des sessions de formation en ce sens-là. OK? Donc, juste di ko waxaat ci wolof ne dinañ xool ak yeneen commission parce que am na benn commission bu nekk JDR bu tudd Bay Dundee boo xamante ne dinañ mën a jokkoo ak ñoom pour xool yan formation la ñu mën a organiser mais nag li gën mooy bokk ci groupe JDR bi donc envoyé naa fi sama numéro téléphone envoyé naa fi tamit page YouTube bi donc boo leen abonné wee suivre page JDR bi ci ngeen di gën a mën a am information yi sur formation yi ñuy faral di organiser inchallah. Donc, merci beaucoup. Merci Souleymane pour cette grande générosité dans le partage. Je rappelle que ces sessions-là, on va chercher les meilleurs que l'on connaît dans différents domaines d'expertise. Ce sont des personnes qui prennent le temps de se préparer, qui viennent faire ces sessions gratuitement. Donc, on ne peut que vous dire un grand merci. Et je vous dis à la semaine prochaine. La prochaine session sera sur la formalisation, les étapes de la formalisation. Elle sera animée par Yassine Dia, Inch'Allah. Ce sera toujours le même lien pour la session de formation à 11h également. Et nous allons partager sur les différentes plateformes le lien et le visuel par rapport à cette formation. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Souleymane. Merci beaucoup, ciao.